Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série de webinaires consacrés au futur des opérations. L'objectif de cette série est de partager notre vision des défis pour les opérations sur les prochaines années et des solutions qu'on voit pour s'y préparer. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les opérations logistiques qui font face à des pénuries de main-d'œuvre et de foncier qui sont amenées à s'accroître dans les prochaines années, et nous allons développer les différents leviers que nous identifions pour faire face à cette situation. Voilà, donc dans un premier temps, on va introduire les participants. Je vais commencer le tour de table. Mathieu Denodrez, je suis directeur associé chez Argan & Co, spécialisé en supply chain. J'interviens à la fois sur des projets de stratégie supply chain, par exemple des schémas directeurs, et également sur des projets de transformation, de mise en œuvre de nouveaux sites logistiques, de nouveaux processus, de nouveaux outils. Voilà. Antoine ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Blatt, je suis associate partner chez Argan & Co. J'ai plus de 15 ans d'expérience sur des projets de transformation de la supply chain et de la logistique dans le conseil et dans l'opérationnel. Bonjour, donc Pierre Veillère, je suis principal chez Argan & Co. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant dans le conseil en logistique et je travaille plus particulièrement sur les sujets d'automatisation dans les entrepôts. Voilà, et nous avons proposé à Benjamin de la société Deré de se joindre à nous pour ce webinaire pour apporter un éclairage complémentaire à celui que l'on va apporter sur les questions que l'on va aborder aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Poirier, je suis directeur de pôle chez Deré Logistique depuis 15 ans. Je suis pharmacien de formation et je m'occupe d'activités logistiques pour les secteurs de la pharmacie bien sûr, mais aussi de la cosmétique et du fashion luxe. Très bien. Peut-être quelques mots sur Deré, Benjamin ? Oui, du coup, Deré Logistique appartient au groupe Deré. Le groupe aujourd'hui regroupe des activités bien sûr donc de logistique, mais aussi de transport, qui compte une flotte de 320 véhicules actuellement, mais aussi de conditionnement primaire et secondaire. Nous avons une filiale immobilière en charge du parc immobilier et nous verrons l'impact que ça peut avoir par rapport au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Et enfin, nous avons une branche hospitalité qui compte aujourd'hui 14 hôtels et 4 restaurants. Le groupe aujourd'hui compte 7000 salariés pour un chiffre d'affaires de 533 millions d'euros en 2023. Et nous sommes classés en 2024 sixième groupe logistique en France et on exploite sur plus de 2 millions de mètres carrés, essentiellement en France. Très bien. Donc, ce qu'on propose dans ce webinaire, c'est dans un premier temps, on va revenir rapidement sur les défis de pénurie que j'ai évoqués en introduction. Ensuite, on passera l'essentiel du temps sur les différents leviers qu'on identifie pour faire face à ces défis. Et puis, à la fin de la session, on aura une partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au cours de la présentation et on répondra à ces questions à la fin de la session. Donc, pour revenir sur les défis, donc comme je disais, 2 défis majeurs, des pénuries de foncier. Alors, déjà, une situation qui est déjà pénurique en France dans certaines zones, en particulier dans le sud, dans le sud-est de la France. Il y a déjà des situations de pénurie. Par exemple, on a un de nos clients, grand groupe, qui cherchait une surface de 10 000 m² dans la vallée du Rhône ou l'Est lyonnais, sur une période assez courte. Il avait besoin de trouver une solution sous 6 mois. Ça a été très compliqué de trouver une solution. Une seule solution identifiée sur une zone assez large. Donc voilà, ça met en évidence ce décalage, ce déséquilibre entre l'offre et la demande sur certaines zones. Et on pense que cette situation va se dégrader sur les prochaines années, notamment lié à l'impact de la loi ZAN, donc pour zéro artificialisation nette. Donc c'est une loi qui va du coup impacter les projets de neuf, sachant que c'est aujourd'hui, dans les dernières années, le neuf représente un tiers des demandes placées. Donc sur le neuf, la loi ZAN, son impact, c'est qu'elle vise à horizon 2050 zéro artificialisation nette. L'objectif sur la décennie en cours, donc qui va de 2021 à 2031, c'est une artificialisation nette de moins 50% par rapport à celle qui a été réalisée sur la décennie précédente, donc 2011-2021. Donc voilà, et c'est quelque chose que nous, on commence à observer et à en voir l'impact sur certains projets. On avait récemment un projet de mise en œuvre d'un nouveau site logistique de grande taille automatisé, et le projet avait été quelque part validé d'un point de vue communauté de communes, mais le préfet a bloqué ce projet-là, justement au titre de cette loi zéro artificialisation nette.
en prétextant qu'il y avait d'autres zones artificialisées qui étaient prévues pour ce type de projet, mais dans la réalité, il n'y avait pas de zone qui correspondait aux besoins, soit parce qu'elles étaient orientées vers d'autres types d'activités, soit parce qu'elles ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues pour ce projet-là. Donc voilà, ça montre que cette loi commence à avoir des impacts sur les projets. Elle est la mise en œuvre est à la main des collectivités territoriales, donc ça peut être différent d'un territoire à l'autre, mais en tout cas, on commence, nous, à en sentir les effets. Voilà. Ensuite, il y a un autre facteur qui aussi aggrave la situation, c'est de plus en plus d'acteurs qui par stratégie RSE, décident de se rentrer de plus en plus sur des projets de réhabilitation, donc ce qui renforce un peu la tension sur les sites existants. Voilà, donc pour le premier volet sur la pénurie de foncier. Et nous, comment, chez Deré Logistique, on a pu appréhender ce nouveau contexte réglementaire au niveau foncier? Pour situer un peu notre société, historiquement, notre stratégie foncière, en fait, elle est portée principalement par le principe de la propriété. Et en fait, dans le principe de la propriété s'inscrit une forme de responsabilité durable, et durable au premier sens du terme, fait pour durer et pour transmettre, mais aussi durable au sens environnemental, bien entendu. Et donc, la première action qu'on mène, en fait, finalement, par rapport à cette éventuelle pénurie au niveau foncière, c'est de conserver nos surfaces existantes à un haut niveau opérationnel et un haut niveau environnemental. Maintenant, on est conscient qu'avec ce changement-là, ça va pas permettre de répondre à tous nos clients, notamment ceux qui ont des croissances un peu importantes. Et comme le disait Mathieu, en fait, on est obligé de diversifier notre offre au niveau du foncier. Et donc, on va aller jusqu'à exploiter des bâtiments existants sur lesquels on va accepter les aléas opérationnels et environnementaux, parce que du coup, les bâtiments existent et on n'est pas forcément à la qualité attendue, notamment aujourd'hui avec tous les attentes, notamment réglementaires et au niveau RSE. Et enfin, il y a le dernier axe sur lequel on travaille, qui est bien sûr la déconstruction d'un bâtiment vétuste, d'une friche, sur lequel on va venir rebâtir de nouveaux bâtiments à haute qualité environnementale. Et cette fois-ci, ça rejoint complètement le défi, parce que ça va avoir un très fort impact au niveau du coût du mètre carré, parce que ce coût du mètre carré va venir inclure à la fois le coût de la déconstruction et le coût de la reconstruction. Et ça peut même aller avoir un enjeu vis-à-vis de nos partenaires, nos clients, avec lesquels on va devoir avoir des vraies discussions sur la durée de nos engagements contractuels, parce que forcément, quand on a des coûts qui augmentent, la durée du partenariat peut être aussi impactée. Merci Benjamin. Voilà, deuxième défi, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui a tendance à s'accentuer, qui est lié au fait que les activités logistiques sont plutôt concentrées sur certaines zones, et donc avec des acteurs qui sont en concurrence sur des bassins d'emploi limités, et qui constatent avec en plus des saisonnalités fortes, qui peuvent par exemple Black Friday, qui peuvent demander des ressources très importantes sur des périodes de temps limitées, et tout ça fait que c'est assez que beaucoup d'acteurs ont des difficultés à trouver des ressources qui sont à la fois qualifiées pour les activités logistiques et qui ont envie de s'investir sur ces métiers-là. Donc finalement, ces deux défis amènent un certain nombre d'impacts. Et effectivement, l'augmentation du prix du foncier, liée à l'effet de pénurie et du déséquilibre entre l'offre et la demande qui s'accentue, et le besoin du coup d'utiliser au mieux le volume utile des bâtiments, on va y revenir ensuite. Pour adresser la pénurie de main-d'œuvre, il y a des impacts autour de la maîtrise de la productivité pour quelque part mettre sous contrôle et réduire son besoin de main-d'œuvre, et également un axe important sur l'attractivité des postes pour être parmi les plus attractifs parmi les différents logisticiens ou acteurs logistiques sur une zone donnée. Et puis enfin, dernier point important, c'est la capacité à quelque part à accepter des schémas organisationnels qui sont peut-être sur le papier moins optimaux, mais qui permettent plus de flexibilité et d'évolutivité pour justement pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution de ces situations pénuriques. Donc pour réduire la dépendance que les entreprises vont avoir à ces deux pénuries, il va falloir changer les modes de fonctionnement. Donc on va pouvoir mettre en place des innovations technologiques, donc on va pouvoir mettre en place de l'automatisation, mettre en place de l'intelligence artificielle, mais aussi on va pouvoir mettre en place des innovations qui vont être plus classiques, moins disruptives, des innovations liées à l'optimisation des processus, qu'ils soient RH
ou entrepôt, ou des innovations organisationnelles. Donc pendant ce webinaire, on va partager des exemples concrets sur 7 thématiques. Je vais vous les présenter rapidement et ensuite on les détaillera les uns à la suite des autres de façon plus détaillée. Donc la première thématique, c'est celle qui vient naturellement à l'esprit. Mathieu a commencé à l'introduire. C'est pour réduire le besoin en main d'œuvre, il faut augmenter la productivité. Et donc le premier levier naturel, et c'est d'autant plus naturel que c'est un levier de maîtrise des coûts, c'est l'optimisation des processus entrepôt. La deuxième thématique est liée aussi à la productivité, mais au lieu d'essayer d'augmenter la productivité à tous les instants des processus entrepôt, on va essayer d'augmenter la productivité dans les moments où on est le moins bon. Thématique suivante, elle concerne la planification d'activités logistiques. Donc l'enjeu, ce sera d'améliorer la prévision d'activités logistiques pour réduire ensuite le besoin en surstaffing qu'on pourrait avoir dans les équipes entrepôts pour pallier à ces aléas de prévision qu'on aurait pu avoir sur l'activité logistique. La quatrième thématique concerne un levier qui vient naturellement à l'esprit quand on parle de pénurie de foncier et pénurie de main-d'œuvre, c'est l'automatisation qui va agir conjointement à la fois sur le besoin en ressources humaines et puis le besoin en foncier. Cinquième thématique, Mathieu a aussi commencé à en parler, c'est l'exploitation de toute la hauteur, c'est-à-dire qu'au lieu de raisonner seulement en surface utile, on va raisonner en volume utile. Et donc on va essayer d'optimiser tout le volume qu'occupe l'entrepôt pour mettre en place les opérations logistiques. Et enfin, 2 thématiques liées à l'optimisation des processus RH. Le premier, c'est le pilotage de la pénibilité ressentie par les opérateurs logistiques, qui est un enjeu assez fort dans le recrutement aujourd'hui dans les entrepôts. Donc, piloter cette pénibilité ressentie au même titre qu'on pilote d'autres indicateurs de performance par ailleurs. Et enfin, la dernière thématique concerne toutes les actions à mettre en œuvre pour fidéliser davantage les collaborateurs. Donc voilà, c'est notre programme pour les 35 minutes à venir. Donc le premier levier concerne l'optimisation des processus entrepôts. Le message qu'on veut porter ici, c'est que même sur les processus les plus basiques, on peut trouver des gisements de productivité dans l'optimisation des besoins en ressources humaines. Donc ici, on va parler d'un processus qui est un peu dans le b.a.-ba de la logistique, qui est le processus d'implantation des pickings. Et on va parler d'un de nos clients qui est un distributeur spécialisé. Et on avait travaillé sur un de ces entrepôts qui préparait à la fois les commandes de réapprovisionnement des boutiques et les commandes e-commerce. Donc pour étudier l'amélioration de ce processus-là, on a modélisé de nombreux scénarios d'implantation et on a mesuré la distance qui était parcourue par les préparateurs pour juger de la pertinence des scénarios. Donc on a représenté sur cette page 4 scénarios qui ont été modélisés en partant d'une implantation complètement aléatoire à gauche qui va nous servir de référence jusqu'à une implantation complètement fixe à droite de la page. Le client utilisait une implantation assez classique, assez naturelle, qui est l'implantation numéro 2, c'est-à-dire que les produits étaient implantés de façon aléatoire, mais on prenait en compte quand même leur rotation. Les produits de plus forte rotation étaient au plus près des allées de circulation des préparateurs et les plus faibles rotations au plus loin de ces mêmes allées pour optimiser le chemin de picking. Et lors de cette étude, on s'est aperçu qu'une implantation un peu moins naturelle pouvait apporter de la pertinence et gagner de la productivité sur ce processus. C'est celle qu'on a représentée, qui est la numéro 3 sur la page. C'est-à-dire qu'on implante de façon fixe les fortes rotations et on implante de façon aléatoire toutes les autres, à savoir les moyennes et les faibles rotations. Et cette implantation, elle permet de gagner 11 à 25% sur le chemin de picking en fonction des journées qu'on avait étudiées dans le portefeuille de commande. Et ce gain, il est dû au fait que sur les très fortes rotations qui sont implantées au plus près des allées, on va gagner une distance de picking assez faible finalement, mais comme on pique de très nombreuses fois ces références, au final, ça va nous faire gagner une distance significative sur l'ensemble du chemin parcouru par le préparateur. Au global,
ça nous faisait une optimisation de l'ordre d'une grosse dizaine de pourcents sur le chemin de picking, enfin sur la distance totale parcourue par le préparateur. Donc évidemment, c'est pas le temps global qu'on avait gagné pour les préparateurs, comme évidemment le préparateur ne fait pas que se déplacer, mais le temps de déplacement d'un préparateur, c'est quand même au minimum la moitié de son temps. Donc on arrive à gagner plus de 5% au global sur le temps global pris par les préparateurs pour réaliser la préparation. Et donc sur des entrepôts de plusieurs centaines de personnes dans des bassins saturés, ça représente une dizaine de personnes, voire plus sur les pics annuels, ou voire plus si l'entrepôt est encore plus grand que quelques centaines de personnes. Et c'est des nombres de personnes qui peuvent compter quand on est sur des bassins d'emploi saturés. Donc voilà, le message, c'était de se dire que quand on a des problèmes de recrutement, on arrive quand même à trouver des gisements de productivité, même sur des processus qu'on pense quand même être assez basiques et assez classiques, sur lesquels on a déjà travaillé de nombreuses fois. Et alors, pour compléter en fait ce que vient d'exposer Antoine, il y a un deuxième levier qui est pour optimiser la productivité moyenne d'un processus, qui nous vient de l'industrie et qui est beaucoup moins pratiqué, on va dire, dans le monde de la logistique. C'est l'idée, comme le présentait Antoine tout à l'heure, de dire plutôt que de chercher systématiquement à améliorer la productivité, à faire toujours mieux, on peut aussi se concentrer sur les jours où on est un peu moins bon et chercher à être en fait moins bon moins souvent. Alors, l'illustration que vous avez à l'écran est assez explicite. En fait, si on regarde le processus de gauche, donc on a une productivité à peu près de 17 lignes à l'heure, on va dire, si c'est de la préparation. Et en fait, on voit qu'avec la démarche de stabilisation des processus, on va donc travailler sur les jours où on a été en sous-performance. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et ça permet deux choses, en fait. Ça permet déjà, en fait, mécaniquement, d'augmenter la productivité moyenne, qui du coup passe à 22 ici dans l'exemple qui est donné. Et ça permet aussi, alors c'est un effet un peu plus subtil, mais on le voit, ça réduit la variabilité de cette productivité, ce qui fait que non seulement en moyenne on sera plus productif, mais en plus on aura moins de mal à prédire la charge, puisque la productivité sera plus facile à prévoir et dans des bornes plus petites. Alors, comment on fait ça opérationnellement, comment on mène ces projets alors en fait, il y a deux axes à travailler en parallèle. Un premier axe qui va être sur vraiment la partie données historiques. On va reprendre les historiques de données et on va les analyser statistiquement pour regarder déjà si le processus est-il ou non stabilisé. Ou est-ce qu'on voit que, tiens, c'est bizarre, il y a des points de données dans le passé où la performance a été anormalement basse. Donc ça, c'est un premier point. Et une fois qu'on a identifié un processus justement non stabilisé, dans ce cas-là, il y a une démarche d'amélioration continue à mettre en place sur le terrain avec les opérateurs. Donc c'est vraiment une démarche comme on le ferait dans l'industrie, tous les jours, tous les matins, on revoit les performances de la veille et on s'interroge. Est-ce que c'était une bonne journée, une journée normale, ou est-ce que c'était une mauvaise journée? Et si c'était une mauvaise journée, pourquoi? Et en mutualisant ces informations-là, qui sont donc un peu à chaud, donc plus faciles à mémoriser, et les informations liées aux données, on parvient à identifier en fait les causes majeures de sous-performance. Et en travaillant sur ces causes de sous-performance, on parvient à stabiliser le processus. Alors, c'est très théorique, mais on a un exemple pour illustrer ces propos. Donc, on était chez un de nos clients, donc en logistique, distributeur spécialisé dans les outils industriels et les EPI pour l'industrie. Donc, pour resituer un peu, on était sur des produits très volumineux, très lourds, donc avec quand même des charges importantes à manipuler. Et notre client, malheureusement, nous faisait part de difficultés qu'il avait, que ce soit en termes de niveau de service ou que ce soit au niveau de la productivité qu'il jugeait un peu basse sur ce processus. Et en mettant en œuvre donc, cette démarche à la fois data et sur le terrain, en fait, on a assez vite identifié 3 causes majeures de sous-performance dans les processus du client. La première cause, en fait, c'était que il y avait un processus de gestion des manquants en picking qui était assez compliqué et assez chronophage pour les opérateurs. C'est-à-dire que quand il y avait un manquant,
la commande restait ouverte, il fallait donc la mettre quelque part sur le côté du chemin de picking en mémorisant où elle était. Et puis il fallait que quand le picking avait été réapprovisionné, que le réapprovisionneur précise que le réappro avait été fait, et par conséquent, le picker pouvait reprendre sa préparation en se souvenant d'où était la palette et reprendre son chemin de picking là où il en était. Donc c'était un processus très chronophage, pas très efficient, et en revoyant déjà ce processus, on a réussi à limiter des sous-performances sur certains jours. Les deux autres sujets qui ont été identifiés étaient eux, quant à eux, plus de l'ordre IT, enfin software on va dire. Le premier sujet était qu'en fait l'ERP ne redescendait pas toutes les commandes suffisamment vite dans le WMS, ce qui avait pour effet que le WMS parfois n'avait pas la visibilité sur la charge à venir, alors la surcharge ou la sous-charge. Et par conséquent, on prenait potentiellement opérationnellement des mauvaises décisions parce qu'on n'avait pas cette visibilité sur l'avenir. Et le dernier sujet qui a été traité était en fait aussi au niveau de la planification sur site. Les routines de planification et de lancement des activités, des préparations étaient assez statiques, assez figées. Et on se rendait compte que ça répondait pas à toutes les journées qu'on pouvait croiser, à tous les types de journées. Et par conséquent, en affinant un peu ces règles de pilotage, on a également pu éviter les périodes de sous-charge et lisser les périodes de surcharge. Donc en synthèse, ce que ça a amené, c'est assez rapidement, donc en l'espace de quelques semaines, quelques mois, il a été possible d'augmenter la productivité de l'ordre de 25%, et de remonter le niveau de service, ainsi que de réduire le lead time de préparation. Donc, et encore une fois, on a atteint ces résultats, non pas en cherchant à être meilleur les jours où on était déjà bon, mais en cherchant simplement à limiter les jours où on était sous-performant. Donc, la thématique suivante concerne la planification de l'activité logistique. Donc la planification de l'activité logistique, c'est souvent le parent pauvre de la planification supply chain. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la prévision des produits finis et c'est logique parce que c'est là où sont les grands enjeux. En revanche, la planification d'activité logistique est souvent peu outillée et peu staffée. Alors que c'est pas forcément évident de transformer des prévisions de produits finis en prévisions d'activité logistique. On peut avoir des différences de mailles temporelles, géographiques entre ces deux prévisions. Et c'est souvent le directeur d'entrepôt, le directeur transport, un coordinateur logistique qui va transformer cette prévision de produits finis en prévision d'activité logistique dans un fichier Excel en utilisant des ratios, en se basant sur sa propre expérience, mais sans outils proprement dit. Donc c'était le cas dans le cas que je vais vous présenter maintenant. C'était pour un industriel de l'ultra frais. Dans ce business, la logistique a besoin d'être très réactive. Par exemple, un distributeur de la GMS peut passer une commande à midi pour être livré ensuite sur son entrepôt à 3 heures du matin. Donc la logistique doit préparer très rapidement la commande pour ensuite et affréter le transport pour ensuite aller livrer dans la foulée l'entrepôt. Donc c'était dans ce cadre-là. Et notre client avait 3 entrepôts en France avec chacun une zone de chalandise dédiée avec donc des distances aux entrepôts relativement limitées pour arriver à être réactif par rapport aux demandes de la GMS. Du fait de l'outillage assez basique, le directeur d'entrepôt en l'occurrence travaillait dans Excel et les prévisions d'activité logistique étaient perfectibles. Et pour faire face à ces aléas de prévision, le client avait pris 2 décisions. La première, c'était de surstaffer ses équipes logistiques pour faire face à ces aléas de prévision, dans le but d'assurer vraiment ses opérations logistiques et d'assurer un bon niveau de service vis-à-vis de ses clients et éviter notamment des pénalités potentielles facturées par la GMS. Et la deuxième décision qu'il avait prise, c'est qu'il avait signé un accord de variabilisation du temps de travail avec les instances représentatives du personnel pour adapter l'activité en fonction des jours et moduler le temps de travail de ses collaborateurs en fonction de la charge du jour qu'ils découvraient généralement le matin même. Et donc, à chaque milieu de journée, il disait à ses collaborateurs quelle serait l'heure de fin d'activité pour chacun d'entre eux entre le début d'après-midi et la fin d'après-midi.
Donc le projet qu'on a mené avec ce client consistait à mettre en place un modèle machine learning de prévision d'activité au colis, à la journée et par client. Pour donc arriver à mieux prévoir cette activité logistique et puis pour arriver à traiter la différence de maille dont je parlais tout à l'heure. Les prévisions produits finis, elles étaient faites à la semaine. La prévision d'activité logistique devait être faite à la journée pour traiter, enfin pour en tout cas adresser la problématique de réactivité. Et puis il fallait aussi transformer la prévision de produits finis qui était faite à la maille nationale sur la zone de chalandise de chaque entrepôt qui représentait à peu près un tiers de la France. Donc on a mis ce premier modèle machine learning pour avoir la prévision de colis préparés à la maille client journée entrepôt. Et ensuite on a rajouté un modèle un peu plus classique, statistique, qui transformait cette prévision d'activité au colis en charge de travail sur l'entrepôt, car il y avait des différences de productivité en fonction des clients, car il y avait des contraintes logistiques différentes par client. Par exemple, le type et la façon de mettre des intercalaires entre chaque produit étaient différentes entre les clients. La hauteur maximum de la palette préparée était aussi différente en fonction de chaque client. Donc, on avait des productivités différentes. Donc la mise en place de ce projet a eu plusieurs bénéfices. Le premier, évidemment, sur l'indicateur sur lequel on travaillait, c'était la fiabilité de la prévision d'activité logistique, qui a augmenté de 13 points par rapport au processus d'avant. Cette amélioration a permis d'optimiser les équipes de 6 ETP sur les entrepôts, car ça permettait de réduire le surstaffing qu'on mettait en place pour couvrir les aléas de prév, comme on réduisait ces aléas de prévision. Le projet a permis aussi d'améliorer le climat social dans l'entrepôt parce qu'on arrivait à donner plus de visibilité aux collaborateurs et donc ils pouvaient mieux s'organiser dans leur vie personnelle et donc ça permettait d'avoir une meilleure relation avec les collaborateurs au quotidien. Et enfin, ça a réduit la charge de travail de moitié pour le directeur d'entrepôt, enfin pour les directeurs d'entrepôt, sur ce processus d'activité logistique et de définition de la charge de travail et de l'optimisation l'optimisation du recours à l'intérim dans la foulée. Et c'était un projet relativement court, entre le POC, le pilote sur le premier entrepôt et l'industrialisation sur les 2 entrepôts que le client opérait en propre. On a mis moins de 5 mois pour réaliser tout ce travail-là. Donc le travail sur les prévisions d'activité logistique permet aussi, dans des bassins d'emploi tendus, d'arriver à optimiser son recours à la main-d'œuvre. La thématique suivante concerne l'automatisation. Donc, comme je disais en introduction, c'est vraiment un levier qui vient naturellement en tête quand on parle optimisation de foncier et optimisation de main-d'œuvre. Donc l'exemple dont je voulais vous parler, c'était concerné un de nos clients dans le secteur de la santé. Donc son business était très dynamique. Il avait fait face à des croissances de l'ordre de 15% par an durant les années précédant le projet et il s'attendait à avoir un business aussi dynamique dans les années à venir. Et donc il commençait à se trouver à l'étroit dans son entrepôt historique et il nous avait demandé de l'aider à réfléchir à sa stratégie logistique et notamment à la conception de son entrepôt cible. Donc comme l'entrepôt historique, donc qui était basé en province sur un bassin d'emploi saturé, était à l'étroit, on a prospecté sur les opportunités immobilières dans le même bassin d'emploi, car il voulait pas avoir d'impact social pour ses collaborateurs et il voulait garder ses collaborateurs avec qui il avait développé des compétences propres à son secteur d'activité. Et quand on a fait cette prospection immobilière, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'entrepôts qui correspondaient à ces besoins dans une proximité de son entrepôt historique, mais même en élargissant la recherche à des distances beaucoup plus longues où il n'était pas sûr de conserver une part importante de ses collaborateurs actuels, on ne trouvait même pas non plus. Et donc, on s'est intéressé à une autre solution. Il y avait une petite réserve foncière sur une parcelle attenante à celle de son entrepôt historique. Et il a réussi à déposer un permis de construire sur cette parcelle attenante pour réaliser un agrandissement limité de cet entrepôt, mais qui présentait une augmentation de l'ordre de 30% de la surface.
Et cet agrandissement lié à l'automatisation des processus permettait de se projeter dans les années à venir dans cet entrepôt avec l'agrandissement, grâce au fait que l'automatisation réduisait la surface nécessaire par rapport à un processus manuel. Et comme on était dans un bassin d'emploi aussi qui était saturé, il avait déjà du mal, ce client avait déjà du mal à recruter de nouveaux collaborateurs, ça permettait aussi de se projeter dans des volumétries plus importantes à ISO effectif et sans mettre un effort conséquent à recruter davantage de personnes. Comme on était sur un business très dynamique, on a mis en place une technologie agile, donc une solution exotech qui permettait de pas forcément investir tous les capex dès le début du projet, mais de lisser ces investissements sur toute la durée du projet et d'investir au bon moment par rapport aux besoins business les capex supplémentaires qui seraient nécessaires dans les années à venir. Pour partager mon expérience moi, sur ce sujet, nous déployons une solution comme celle présentée par Antoine actuellement, et les chiffres présentés sont vraiment très concrets et très réels, et ça répond vraiment aux deux enjeux. L'enjeu, comme le disait Antoine, sur la partie stockage avec cette densification de stockage sur des surfaces disponibles, et l'enjeu 2 qui est la maîtrise de la main-d'œuvre, notamment dans un contexte de croissance forte grâce à ces technologies. Mais l'atout, moi je dirais, de ces nouvelles solutions apportées sur le marché, c'est vraiment ce côté adaptable de l'automatisation. Moi, j'avais quand même tendance à croire que l'automatisation, filait un petit peu les organisations. Mais aujourd'hui, les solutions qu'on nous propose sont vraiment adaptables et elles sont un peu scalable, et c'est un peu des formats de blocs qu'on vient rajouter en fonction de notre besoin. Et donc, oui, il y a un choix initial avec un CAPEX, mais la variation qu'il peut y avoir de croissance dans les années à venir, elle peut aussi être amenée à évoluer, au plus comme au moins. Et le fait d'avoir des solutions un peu en bloc, ça permet vraiment d'ajuster, certes, un CAPEX de départ sur lequel il faut s'engager, mais après, on peut s'adapter vraiment bloc à bloc et s'ajuster vraiment à la croissance réelle et observée. Et les délais pour réagir avec ce type de solution est de l'ordre de 6 mois à 1 an. Donc, on a cette visibilité d'évolution de croissance réelle, ce qui permet de vraiment faire varier l'évolution de la solution au sein de l'entrepôt. Et c'est vraiment très intéressant pour ça. Alors, et du coup, ça fait en fait le lien avec le sujet suivant, donc merci Benjamin. C'est en fait le sujet dont on voulait parler après, c'était le sujet de l'exploitation au mieux du volume utile en fait de l'entrepôt, et donc en exploitant au mieux la hauteur libre disponible aujourd'hui dans les sites logistiques qui sont exploités. Alors, parce que pour remettre un peu dans le contexte, on a tendance en France quand même à rester sur des standards en logistique, des entrepôts de 12 mètres de hauteur libre à peu près, sans forcément se poser la question de la grande hauteur, ou du moins en ne se la posant pas suffisamment. Là où nos voisins européens sont certainement beaucoup plus avancés que nous sur ce sujet. Et pour illustrer un peu comment utiliser la hauteur libre bénéficie en fait à la logistique, on a pris l'exemple d'un client que l'on a pu accompagner il y a maintenant quelques temps. Donc on était dans du retail spécialisé avec un référentiel, comme vous pouvez le voir, très très large, et une couverture de stock assez importante. Et ce client souhaitait mettre en œuvre un nouveau site logistique assez fortement automatisé, et souhaitait pour cela construire un nouveau site. On a recherché des terrains, et il s'est avéré que sur une parcelle sur laquelle le site était pressenti, il était possible, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, autorisait de monter le bâtiment jusqu'à 16 mètres. Et en fait, le client nous a interrogé, il nous dit en fait, est-ce que j'ai intérêt à construire un site à 16 mètres ou plutôt à rester sur du standard à 12 mètres? Et en faisant cette étude, on s'est rendu compte de plusieurs choses, et c'était assez intéressant. Le premier point, c'est que effectivement, quand on monte la hauteur de l'entrepôt, il y a un surcoût au niveau immobilier. En fait, c'est surtout porté par la dalle qui doit supporter des charges plus importantes, et par conséquent, le capex immobilier augmente. Par contre, un effet bénéfique qu'on avait peut-être pas estimé à sa juste valeur, c'était qu'en fait, le fait de monter plus haut permettait de dimensionner les équipements process différemment,
et par conséquent de mieux les optimiser. Et en fait, en parallèle de cette augmentation de CAPEX immobilier, on avait une réduction du CAPEX sur les équipements. Alors, au global, le projet restait légèrement plus cher, de l'ordre de 8%, mais par contre, il y avait quand même un certain offset de cette hausse de CAPEX immobilier. Mais alors, le point le plus intéressant, c'est le point qu'on voit à gauche dans la deuxième colonne sur la capacité de stockage, c'est que, alors, dans tous les cas, le client était assez clair sur le fait qu'il ne pourrait pas stocker l'intégralité de sa réserve sur son site et qu'il y aurait toujours dans le futur des sites de réserve externes avec lesquels il serait forcé de faire des navettes régulières. Mais en augmentant la hauteur de l'entrepôt, ce que l'on observait, c'est que la surface process prenait moins de place, donc on avait plus de surface disponible pour le stockage, mais en plus de ça, la surface disponible pour le stockage montait plus haut. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en augmentant la hauteur libre de seulement 30%, on arrivait à stocker à peu près 50% de plus de palettes sur le site. L'impact donc pour le client était immédiat, puisque ça permettait de faire moins de navettes et moins d'échanges avec les sites de réserve extérieurs. Et en fait, il y avait un ROI de l'ordre de 2 ans à monter à 16 mètres par rapport à un site à 12 mètres. Donc on est vraiment dans l'illustration ici que exploiter la hauteur au maximum de ce que les PLU permettent dans les sites logistiques amène potentiellement même des gains en fait sur les opérations. La prochaine thématique concerne la pénibilité. Elle répond à l'enjeu 2 sur la pénurie de main-d'œuvre. L'idée étant que pour y répondre, si on fait attention à cette pénibilité, on va faire attention à nos salariés et donc on aura moins recours à de la ressource externe pour passer les volumes d'activité. Et donc, on a décidé de piloter la pénibilité au même titre que la performance. Et donc, parce que moi, historiquement, j'avais quand même tendance à réduire la pénibilité au poids manipulé, à la répétitivité des gestes. Et le constat de ces deux items, de ces deux critères de pénibilité, c'était que les actions que je pouvais mener auprès de mes salariés étaient assez faibles, et en tout cas, eux ne sentaient pas que moi, en employeur, je travaillais spécifiquement sur cette thématique pour réduire la pénibilité et les aider sur ce sujet-là. Et du coup, la deuxième observation qu'on a vue en travaillant sur ce sujet-là, c'était que finalement, cette mesure de poids manipulé et répétitivité des gestes n'était pas forcément liée à la pénibilité ressentie par nos salariés. Et il n'y avait pas de lien direct. Donc, pour la piloter, on a décidé de choisir des indicateurs pertinents pour nous, et donc on a choisi le taux de fréquence des accidents et le taux d'absentéisme. Et vous y verrez forcément le lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Si on améliore ces deux indicateurs, on améliore forcément cette problématique en lien avec la thématique de pénurie. Et donc, on a ouvert les discussions avec nos salariés de façon très franche, et au lieu de réduire finalement la pénibilité à un minimum de critères, on a essayé de partir sur un autre principe qui est de dire on va ouvrir la discussion sur qu'est-ce qui est pénible pour mes salariés. Et donc on a appelé ça la pénibilité ressentie, comment eux peuvent exprimer ce qui est pénible pour eux. Et donc finalement un ensemble de critères est venu apparaître, comme des horaires décalés, comme la variabilité des plannings. Il y a également le poids, la répétitivité, les positions des personnes, voilà. Un ensemble de multitudes par travail en fait, parce que pour le coup, ça nécessite de faire ce travail-là par type de travail. Et donc, on s'est rendu compte finalement que la pénibilité n'était pas forcément monofactorielle au poids et à la répétitivité, mais elle était multifactorielle. Et c'est bien la somme de ces critères qui rend plus ou moins pénible un métier. Et donc, le fait qu'il soit multifactoriel, moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, je me suis aperçu que finalement, il y avait un certain nombre de ces critères sur lesquels j'avais une vraie action directe. Et donc, le fait de pouvoir travailler sur ces critères sur lesquels j'avais une possibilité d'action, j'avais la capacité à réduire la pénibilité ressentie auprès de mes salariés. En conclusion, on a reconnu que les métiers que nos opérateurs exerçaient étaient pénibles, parce que dans tous les cas, ça reste des métiers pénibles, notamment les métiers de la manutention. En 2, on établissait une cartographie qui permettait de définir par type de travail les facteurs de pénibilité ressentis par nos salariés. Et en 3, l'organisation, l'employeur, lui, venait agir sur certains de ces critères. La finalité, c'est que nos métiers restaient pénibles, certes, mais c'est surtout que derrière, on venait réduire certains critères de pénibilité, et donc la perception pour nos salariés était vraiment directe
de réduction de pénibilité. Et le taux de fréquence et le taux d'absentéisme, quand on a réalisé cet exercice, ça s'est diminué très grandement, de l'ordre de 30%. Donc, on a vraiment eu les résultats qu'on n'attendait pas d'ailleurs aussi forts par rapport à ce pilotage de la pénibilité au même titre que de la performance. Le dernier item qu'on voulait vous partager, du coup, lui concerne cette fois-ci sur la marque employeur et le travail du discours de l'entreprise. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, il est important pour nous de fidéliser nos salariés et d'augmenter la conversion de nos employés temporaires en employés durables pour diminuer le recours, encore une fois, à de la main-d'œuvre temporaire pour passer les volumes d'activité. Donc, ça répond toujours à l'enjeu 2 qui a été présenté en début de cette session. Toute entreprise doit gérer ses talents, la logistique aussi. Et pour cela, nous, historiquement, on s'appuyait grandement sur nos managers de proximité, qui, eux, étaient en charge de fidéliser les opérations et les opérationnels, les personnes, les salariés. Et ils focalisaient leur discours sur un discours très technique, sur le sens du travail, qui est hyper important. Hein, bien sûr, si on n'explique pas le sens du travail, c'est très difficile de convaincre un salarié de s'engager dans un projet entreprise. Mais ce discours, il est très variable parce qu'il est très dépendant du manager de proximité que vous avez. Et pour diminuer cette variabilité, pour augmenter l'aspect qualitatif de ce discours, nous avons décidé de décentraliser les fonctions RH au plus proche des opérationnels. Le fait de décentraliser les fonctions RH a pour objectif donc de faire rencontrer la fonction RH et les opérationnels dans un autre contexte de celui des missions RH traditionnelles. C'est de les rencontrer plus souvent et c'est surtout d'apporter un discours sur la marque employeur qui est beaucoup plus formaté sur cette partie-là que sur la partie technique. Et donc, quand on vient associer un discours technique de nos managers de proximité et un discours sur la marque employeur, on a eu un taux de conversion de nos demandes d'embauche qui était vraiment plus important. On a associé cet axe de travail-là autour d'un item qui était comment on fédère finalement. C'est super d'essayer de transformer, mais comment on fédère autour d'un discours d'entreprise et comment on crée un esprit de groupe qui permet aussi de garder et de conserver nos salariés dans un état d'esprit plutôt positif. Et pour cela, en fait, on a créé des challenges autour de la RSE, autour de la performance, autour de la qualité, autour de la sécurité. Tout un ensemble de challenges. Et le but du challenge, il est porté surtout, l'objectif du challenge, il est porté surtout sur le caractère participatif et sur le caractère prise d'initiative de chacun et pour ces challenges. Et ça, c'est très important, notamment chez Deray, où la prise d'initiative est encouragée perpétuellement. Et donc, dans le challenge, il y a aussi la récompense. Et ça, c'est aussi important parce que les collaborateurs, ils aiment bien faire des choses, mais ils aiment bien être récompensés. Et le meilleur résultat qu'on a pu observer autour des challenges, c'est le challenge alimentaire. Et donc, dont la récompense, en fait, est soit un petit déjeuner, soit un food truck. C'est assez étonnant, mais pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très concret. Et donc, quand la récompense amène une récompense alimentaire, les gens adhèrent beaucoup plus à ce challenge. Et un deuxième effet au regard de ces challenges, au-delà du fait de donner de la nourriture en termes de récompense, ça a apporté des vrais moments de convivialité très forts. Et du coup, la marque entreprise, la marque employeur, lors de ces moments de convivialité, c'est vraiment ancré auprès de nos salariés. Et donc, ça marche pas au premier challenge. Il faut vraiment créer un ensemble de challenges qui permet à chaque salarié, finalement, qui est un peu timide au départ, va venir s'inscrire dans cette démarche-là. Mais la réalité, c'est que ça a également favorisé la fidélisation de nos employés au regard de ces deux thématiques. Un discours RH au plus proche de l'exploitation et deux, des challenges qui viennent encourager la participation et ce format de récompense et de convivialité. Et donc, ça vient répondre complètement à l'enjeu 2 concernant la pénurie de main-d'œuvre, parce que pour le coup, on a vu également réduire notre départ de turnover par rapport à cet axe-là. Si on garde nos salariés, on a moins besoin de recours à de nouveaux salariés temporaires, moins qualitatifs au premier regard. Donc voilà, on a détaillé les 7 thématiques qu'on voulait détailler pour répondre à cette double pénurie de foncier et de main-d'œuvre. Donc on a vu que il y avait différentes typologies de leviers. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de passer à la séance de questions-réponses. Et donc, Johanna, je ne sais pas s'il y avait des questions qui sont apparues dans le chat pendant le webinaire. Alors oui,
Pas mal de questions. La première, parmi tous les leviers proposés, lesquels sont les plus rapides à mettre en œuvre jusqu'à l'obtention de résultats tangibles et lesquels sont les moins coûteux? Alors là-dessus, on avait différentes typologies de leviers. On avait un certain nombre de leviers qui étaient axés sur l'optimisation des processus. Donc évidemment, ceux-là sont les plus rapides et, on va dire, immédiats à mettre en place. On n'a pas à changer les outils qui soient de l'ordre SI, de l'ordre des équipements logistiques, que ce soit l'immobilier. Donc évidemment, c'est les leviers les plus accessibles et les plus faciles. C'est aussi peut-être les leviers qui vont aussi générer des gains qui sont peut-être les plus limités par rapport à tous les leviers qu'on a proposés. On a un deuxième type de levier qui est la mise en place d'outils SI, donc notamment quand on a parlé de planification d'activités logistiques, c'est peut-être des leviers qui sont relativement simples à mettre en place. Je vous ai parlé de la durée de mise en place qui était relativement limitée, de l'ordre de 6 mois. Donc on peut se projeter, on va dire, à moyen terme sur ces leviers qui ont un retour sur investissement relativement rapide aussi, comme les optimisations de processus. Et enfin, on a des leviers qui traitent de l'optimisation et de la modification des équipements logistiques et du foncier. Et à ce moment-là, forcément, on est plutôt sur du moyen-long terme. Quand on parle de bâtiments de grande hauteur, enfin en tout cas avec des hauteurs comme les a présenté Pierre, forcément on est rarement sur des bâtiments existants, donc c'est plutôt de la construction, donc on est plutôt sur des durées de 24-36 mois. Donc on est sur des leviers un peu plus structurants, un peu plus longs, mais qui apportent aussi peut-être un retour sur investissement plus conséquent. Alors après, peut-être juste pour compléter, sur l'automatisation, il y a certaines technologies qui sont peut-être un peu plus rapides à mettre en œuvre, mais c'est vrai que globalement, on va quand même être plutôt sur des gains moyen-long terme. Et concernant la partie RH, c'est celle que j'ai un peu développée. Pour le coup, on peut avoir des actions très rapides parce que bien sûr, on peut le développer à l'échelle d'une entreprise, mais on peut le développer vraiment à l'échelle d'un site ou même de secteur d'activité. Moi, ce que j'ai voulu faire à travers ces actions-là, c'est vraiment développer du management, des actions autour de management de proximité. Et donc, bien sûr que le but, c'est que ça soit déployé en worldwide dans toutes les entreprises et dans tous les sites. Mais on peut vraiment actionner ces deux leviers de challenge ou de mesure du taux de fréquence et du taux d'absentéisme avec des actions qui sont très concrètes autour de la pénibilité à l'échelle d'un secteur, d'un dossier, d'un site. Et ça, c'est l'avantage aussi d'avoir des résultats très concrets et presque de montrer un peu par l'exemple que ça peut marcher. Et si ça marche pas, à la limite, il faut changer d'axe d'amélioration. Mais en tout cas, si ça marche, il faut continuer à le développer. Moi, ce que j'ai pu voir dans mon propre expérience, c'est que ça a marché. Et donc, en effet, le déploiement, toute entreprise, il est hyper important. Par contre, ça prend un peu plus de temps parce que ça fait appel à une fonction groupe ou fonction RH générale qui est un peu plus longue à mettre en œuvre. Mais globalement, on peut vraiment sectoriser ces actions-là. Alors, pouvez-vous nous détailler les modalités d'application de la loi ZAN ainsi que les rationnels de la mise en place de cette loi? Alors, sur les modalités, on a parlé des objectifs, je ne vais pas y revenir, mais les objectifs sont communs à tous les territoires. En revanche, c'est bien aux collectivités territoriales de mettre en place ces actions-là et de gérer le rythme. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une vision très claire de comment cela va se mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. En revanche, ce qu'on constate, c'est que, on en a parlé, les objectifs sont par décennie. Et sur la décennie en cours, qui est 2021-2031, sur lequel on est censé faire moins 50%, on commence à avoir des impacts, mais on a vu assez peu d'impacts quand même ces dernières années. Donc on pense que ça va s'accélérer sur la fin de la décennie, parce qu'il y aura quelque part un retard à rattraper, et que de plus en plus de collectivités territoriales vont saisir le sujet et vont bloquer des projets ou les réorienter. Ensuite, concernant le rationnel, c'est l'origine de cette loi, c'est le constat que depuis le début des années 80, l'artificialisation a augmenté de 70% quand la population a augmenté d'un peu moins de 20%. Et donc cette artificialisation, elle pose des problèmes environnementaux. Effectivement, une surface artificialisée absorbe moins de CO2. Une surface artificialisée peut poser des problèmes d'inondation. C'est moins de surface pour l'agriculture et pour nous nourrir. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons écologiques et sociétales qui ont conduit à cette loi-là.
Quel va être le rythme de diminution de disponibilité des fonciers par rapport à la mise en place de la loi ZAN ? Je pense que ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que c'est difficile de juger et d'évaluer le rythme. En revanche, si la loi ne change pas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est moins 50 sur l'ensemble de la décennie en cours jusqu'à 31. Donc, voilà, comme je disais, on pense que ça va s'accélérer, mais difficile de donner des chiffres concrets là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément comment vous avez mis en œuvre le suivi de la pénibilité et la fédération des employés chez Deray ? Qui était impliqué et sur combien de temps s'est faite cette transformation ? Du coup, comme je l'ai dit un peu à la première réponse, c'est vrai que on l'a fait un peu par l'exemple sur des secteurs dans lesquels on avait des ressentis de nos salariés qui exprimaient très clairement de la pénibilité. Et donc, c'est des chantiers qu'on a mis plutôt sur un exercice de 3 mois un peu pour identifier, discuter avec nos salariés et établir finalement une liste de critères de pénibilité. Le but, c'est quand même que ces critères soient toujours mesurables, donc parce qu'assez vite, quand on laisse la parole aux salariés, ça peut aller vite dans des critères qu'on a du mal à mesurer. Donc, c'est mesurer, c'est que ces critères soient voilà, les critères pour choisir un critère de pénibilité, c'est que le critère soit mesurable. Et en effet, dans ces listes de critères, finalement, il va y avoir des listes sur lesquelles on a peu d'actions. Encore une fois, le poids d'un produit, c'est quand même difficile à changer. Mais c'est de faire apparaître des nouveaux critères sur lesquels on peut agir. Et donc, j'allais dire, il faut environ, pas pour une entreprise, encore une fois, pour un dossier, il faut plutôt voilà, 3 mois d'analyse. Et après, on commence à lancer les premières actions. Concernant les challenges, pour le coup, c'est très direct. On a nos indicateurs de taux de fréquence et taux d'absentéisme. On fait un challenge qualité 0 défaut, on fait un challenge sécurité 0 accident. Et dès le premier mois, on fait ça à l'échelle du mois, nous, on fait les premières récompenses. Si un secteur n'a pas d'accident, par exemple, sur un mois, on va lui faire offrir un petit déjeuner à l'ensemble de l'équipe. Si ça concerne tout le site, on va faire un food truck. Et donc, en un mois, en fait, finalement, ça se lance. Comme je le disais, un challenge, ça prend pas. Clairement, les gens se demandent un peu pourquoi il y a une récompense. Et finalement, c'est le fait de répéter ces exercices-là et le fait de les faire adhérer. Le côté participatif ne vient pas au premier challenge, il va venir petit à petit avec cet exercice-là. Donc, j'allais dire qu'il faut aussi également 2-3 mois, non pas pour le lancer, mais pour qu'il y ait plusieurs challenges qui soient lancés pour avoir les premiers résultats. Alors, pour un site existant, quels sont les leviers d'exploitation de la hauteur ? Alors en effet, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a plutôt insisté au cours de notre présentation sur je dirais, la construction de nouveaux sites, mais on peut tout à fait exploiter la hauteur sur des sites qui sont déjà en activité, bien sûr. Alors souvent, ce qui se passe, alors ce qu'on voit souvent, c'est que on a du picking au sol, souvent dans des étagères, avec au-dessus une hauteur qui n'est pas exploitée. Alors, sur un site existant, la première question qu'il faut se poser, parce que c'est vrai qu'on a moins de marge de manœuvre que sur un site à construire, c'est est-ce qu'on veut utiliser le volume pour du stockage ou est-ce qu'on veut l'utiliser pour du process ? Et si on est pour du stockage, alors il existe des implantations où justement on va réussir à mettre des racks au-dessus même d'une zone d'étagère. En fait, on inclut le chemin de picking étagère dans les racks, ce qui permet de pouvoir stocker du stock au-dessus du picking. Alors, il y a quand même une question à gérer, notamment sur la cohabitation entre le flux chariot et le flux piéton. Hein, donc, c'est pas anodin comme changement, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Et si on est plutôt pour augmenter la surface de process, dans ce cas-là, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il est possible de mettre des niveaux de mezzanine. Hein, on peut en mettre même plusieurs. Alors, il faut juste y réfléchir dès le début. Et par contre, dans ce cas-là, ce qu'on mettra plutôt en mezzanine, ce sont des activités soit à très faible flux, soit des activités secondaires. Par exemple, les machines pour former ou fermer les cartons, par exemple. Donc tout ça avec comme objectif de limiter au maximum les flux de changement de niveau, parce que c'est toujours une complexité supplémentaire, en tout cas au niveau des opérations. Donc ce sera toujours plus compliqué, c'est sûr, que sur un site à construire, sur lequel on va pas penser l'utilisation du volume à la base, mais voilà, il faut pas se décourager, il y a quand même certainement des choses à faire.
Et puis juste pour compléter, il y a aussi des équipements qui permettent d'utiliser la hauteur. Donc on peut mettre en place des armoires rotatives, des séquenceurs d'expédition, ou si on est vraiment sur une utilisation uniquement de la surface, où on peut vraiment utiliser tout le volume en allant chercher tout le volume disponible jusqu'à la ferme de l'entrepôt. Comment mettre en œuvre des chantiers de transformation sur site sans perturber l'activité opérationnelle ? Ah bah du coup c'est une bonne transition avec ce que disait Antoine. Alors c'est vrai que quand notamment c'est une question qu'on se pose souvent sur les chantiers d'automatisation dans des sites existants. Il est rare d'avoir une énorme zone de 5000 m² disponible pour faire un chantier dans des sites existants. Alors il n'y a pas de secret, entre guillemets. Hein. Il est toujours nécessaire à un moment donné de faire un trou quelque part dans les activités pour avoir une zone de chantier qu'on puisse utiliser en toute sécurité. Parce que le problème du chantier, hein, ce sont surtout les problèmes de sécurité et de pénibilité qui pourraient impacter l'activité en cours. Alors, souvent, dans ce cas-là, ce qu'on fait, le plus courant, c'est de plutôt se délester d'une partie du stock, puisque c'est entre guillemets ce qui est le moins douloureux. Alors ça va être un petit surcoût, hein, on va pas se le cacher dans la transformation. Il va falloir prendre du stockage externe pendant quelques temps, mais sur l'ensemble de la durée du projet, ça reste un coût assez marginal, et ça permet quand même de faire le chantier dans de meilleures conditions. Après, il existe d'autres solutions, notamment pour monter des mezzanines ou des structures de nuit ou le week-end, mais il y aura également un surcoût à terme. Le fournisseur répercutera la hausse du coût de main-d'œuvre sur le coût du projet. Donc, il y a des solutions, mais le plus simple est bien, à un moment donné, de réussir à libérer une surface qui soit disponible pour faire le chantier. Très bien. Bien, on arrive au bout de ce webinaire. En tout cas, s'il y a sûrement d'autres questions sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion de revenir là, on se permettra de revenir vers vous pour ces questions-là. Voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous invitons à participer au prochain webinaire qui aura lieu demain à la même heure, hein, qui sera consacré à l'économie circulaire et comment des ETI en fait montrent la voie en mettant en place de nouveaux modèles supply chain adaptés à l'économie circulaire. Voilà, ce sera le thème de demain. Merci et bonne journée.